Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui à l'essai, l'Opel Corsa électrique. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à sa version thermique, mais surtout qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à ses principales concurrentes électriques sur le marché. Comme j'en ai déjà essayé pas mal sur ma chaîne YouTube, je vais pouvoir faire une comparaison assez complète. Et puis on va pas perdre plus de temps dans cette introduction, on va directement passer rapidement au design extérieur de cette Opel Corsa électrique. Allez, c'est parti. La face avant est plutôt classique, on n'a pas une très grande prise de risque de la part d'Opel sur ce design de cette Corsa électrique. Petit point à mentionner quand même, on a des feux Matrix LED en option à 890 francs suisses. Ça, c'est assez important, c'est assez rare. Pour une petite voiture comme ça, c'est plutôt pas mal. De profil, là encore, très peu de surprises au niveau du design. On remarquera toutefois les similitudes avec la Peugeot i208 parce que cette Corsa électrique partage la plateforme, la batterie, etc. avec la Peugeot i208. Cette Opel Corsa fait 4,06 m de longueur. C'est exactement la même chose que la Peugeot i208. À titre de comparaison, c'est quand même 40 cm de plus en longueur qu'une Fiat 500 électrique, 15 cm de plus qu'une Honda i, mais par contre 20 cm de moins qu'une Volkswagen ID.3 ou bien qu'une Cupra Born. C'est, je pense, ses principales concurrentes. Donc vous voyez, on est entre une ID.3 et puis une Honda i. À l'arrière, on remarque aussi les similitudes avec la Peugeot i208 sur cette Opel Corsa. Grosso modo, le design extérieur est pas sensationnel, c'est pas ultra moderne. Après, ça fonctionne bien, je pense que ça plaît à beaucoup de monde. Et puis c'est ça qu'Opel a recherché en designant cette Opel Corsa, que ça plaise au plus grand nombre. Et puis je pense que c'est plutôt réussi, surtout dans cette couleur en bleu comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez cette couleur bleu roi ou pas. En tout cas, moi j'aime plutôt bien et je trouve que ça lui va bien. La trappe de recharge se situe à l'arrière gauche, je trouve ça pratique pour se recharger chez soi, mais aussi pour se charger au superchargeur Tesla qui viennent d'ouvrir. En courant alternatif, elle peut charger jusqu'à 11 kW, c'est du classique. Et puis en courant continu jusqu'à 100 kW. Là, c'est plutôt pas mal, c'est dans les standards de la catégorie pour une petite voiture, ça passe. Le 10 à 80% est annoncé en 30 minutes. Donc voilà, on ne va pas forcément faire de très longs trajets avec cette Corsa électrique, mais bon, pour partir en week-end, ça peut quand même suffire. Surtout au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 50 kWh net. C'est plutôt pas mal par rapport aux tailles de batterie d'une Honda i ou bien d'une Fiat 500 qui sont respectivement de 28 et 37 kWh utiles. Et puis c'est à peu près similaire à ce que propose le groupe Volkswagen avec l'ID.3 et puis la Cupra Born qui sont disponibles en 45 et 58 kWh utiles. Donc voilà, la taille de la batterie est plutôt correcte. On arrive sur une autonomie WLTP à 330 km. On verra ce que ça donne durant mon essai sur route. Je vais vous donner l'autonomie réelle que j'ai réalisée justement durant mon essai. L'ouverture du coffre se fait sous le logo Opel. La capacité de chargement 300 litres. C'est correct pour dire la taille de la voiture. C'est quand même plus petit qu'une ID.3 ou bien qu'une Cupra Born qui propose passer 400 litres. Après, par rapport au Fiat 500 et puis Honda i, c'est quand même beaucoup plus grand. Donc ça passe pour partir en week-end. Ça passe pour 3 personnes, 4 personnes maximum. Il est plutôt bien agencé. Par contre, il n'y a pas de plancher qui permet de régler la hauteur du coffre. On a un tout petit double fond qui permet de ranger juste un gilet de secours, mais bon, vraiment pas grand chose. La banquette arrière, ça rabat en 2 tiers, 1 tiers. Par contre, ça fait pas de plancher plat. Si vous avez déjà vu mes vidéos essais, bien vous le savez certainement, je fais 1,88 m. Le siège de devant est réglé à ma taille. Je vais essayer de m'installer derrière moi-même pour le coup. Alors c'est un petit peu compliqué, surtout que j'ai des grands pieds. Je mets du 46. Donc c'est pas facile de glisser mes pieds sous le siège, mais bon, une fois qu'ils sont glissés, c'est bon. Hop, vous le voyez, je ne peux pas mettre mes genoux droits, je suis obligé d'écarter les jambes. Par contre, je passe quand même derrière moi, ça peut dépanner. Au niveau de l'espace à la tête, c'est tout juste, il reste 1-2 cm maximum. Je me sens un petit peu à l'étroit quand même, la banquette est plutôt haute. Et puis de côté, je vois plutôt le ciel de toit qu'à l'extérieur. Donc grosso modo, la place à l'arrière, ça suffit, ça peut dépanner quand même. Et puis 4 adultes peuvent s'y installer. Par contre, 5 adultes, ça serait un peu impossible. Et puis ici, on a un petit tunnel quand même, un tunnel de servitude. Et puis le dossier de la banquette est assez vertical quand même, c'est pas terrible. Par contre, sinon au niveau des matériaux, ça passe pour une petite voiture, c'est correct. Ici, on a même un petit peu un insert en simili-cuir, je crois. Avant de passer aux places avant, je tenais à remercier AutoGT à Port-Rentruy dans le canton du Jura en Suisse pour le prêt du véhicule. Vous retrouverez tous les liens du garage en description. D'ailleurs, cette Opel Corsa électrique, elle est en vente. C'est une voiture de démonstration avec un rabais plutôt conséquent. Je vous en parlerai après mon essai sur route, des tarifs de cette Opel Corsa. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le lien qui se trouve en description. Et puis pour m'installer aux places avant, j'ai quand même beaucoup moins de soucis que pour l'arrière. Vous voyez, j'ai quand même assez de place pour mes jambes, ça passe encore. On a un accoudoir ici qu'on peut coulisser, du coup ça va, je peux poser mes 2 coudes sur les accoudoirs, c'est plutôt pas mal. Au niveau des matériaux, c'est pas exceptionnel, on a quand même un petit peu de plastique dur ici en haut de la porte, on a aussi du plastique dur sur la boîte à gants. Voilà, ça fait pas hyper qualitatif. Après, c'est une petite voiture, c'est pas non plus une voiture premium, faut pas qu'on lui en demande trop non plus. Le volant, il est plutôt classique, ni très bon ni mauvais. Au niveau des raccourcis sur le volant, des commodos, des réglages
réglages des feux, etc. C'est très classique là encore. La climatisation ici en bas, elle est très classique aussi. On a un grand rangement ici pour ranger bien un téléphone, son porte-monnaie, etc. Une prise USB type A, c'est pas un USB type C, hein. Une prise 12 volts ici. Le levier de vitesse qui est entouré d'une zone en piano black. Vous savez ce que je pense du piano black, j'aime pas trop, ça prend les traces de doigts et puis on voit toute la poussière. Bon voilà, c'est un petit détail, c'est pas non plus que comme si toute la console centrale était en piano black, ça passe. Le levier de vitesse ici, il est plutôt sympa, assez cool à prendre en main, je valide. Un petit bouton ici pour sélectionner les modes de conduite, on y reviendra à la conduite. Le frein de parking qui se met automatiquement en marche, mais bon par contre il est quand même là par sécurité je pense. Le porte-gobelet ici, un tout petit rangement aussi, moi j'ai mis mes clés par exemple. La boîte à gants, elle est plutôt grande, hein, vraiment hyper profonde, c'est assez impressionnant. Les sièges sont pas trop fermes, ça me convient bien. On a un maintien latéral qui est ok, sans plus. Bon voilà, c'est une petite voiture de ville, on ne lui demande pas d'avoir des sièges sportifs non plus. Au niveau de la visibilité, c'est pas mal, hein. Les rétroviseurs sont plutôt grands. La visibilité à l'arrière aussi, le rétroviseur ici, il est bien. Et puis à l'allumage de cette voiture, on remarque un léger retard quand même au niveau du groupe Stellantis, parce que pour allumer la voiture, on doit presser le frein, appuyer longtemps ici sur le bouton. La voiture s'allume gentiment, alors que dans une ID.3, une Cupra Born, une Honda i par exemple, on rentre dans la voiture s'allume automatiquement. Donc voilà, on remarque un léger retard technologique. Et puis le retard technologique, on le voit aussi au niveau des écrans. Je vais reprendre la caméra sur mon trépied, puis je vous montre ça tout de suite. Derrière le volant, on a un petit combiné avec la vitesse, quelques informations sur la conduite. Le niveau de charge, on voit quand on accélère, quand on régène. Et puis le pourcentage de batterie, c'est on n'a pas le pourcentage, on a seulement une petite jauge, hein, vous voyez ici en bas, c'est pas hyper pratique. Et puis l'autonomie affichée, l'autonomie restante. Et puis au centre, on a cet écran de 7 pouces qui est déjà en option. Et puis on a une deuxième option qui permet d'avoir un écran de 10 pouces quand même. Bon, grosso modo, le tactile répond quand même. On a le téléphone ici qu'on peut connecter en Bluetooth. On a quelques informations sur la voiture. Les réglages de la voiture, vous voyez, ça répond bien. Après, au niveau des graphismes, c'est pas top, surtout au niveau de la carte, par exemple. Voilà, ça ne réagit pas super bien. Donc là, vous voyez au niveau des graphismes, c'est pas terrible, hein. Voilà, si je dézoome, je zoome, voilà, la carte est un peu, elle paraît un petit peu vraiment datée, quoi. C'est un peu dommage. Par contre, heureusement qu'on peut connecter son smartphone. Vous voyez ici, on peut mettre Apple CarPlay. Donc ça, c'est au top. Et puis après, avec Apple CarPlay, on a Google Maps, on a A Better Route Planner, on a WhatsApp, etc. dans la voiture. Donc voilà, ce système, il est un petit peu daté quand même, mais bon, ça fonctionne, hein. Vous voyez, pour la musique, on peut mettre la radio, on peut mettre directement sa musique en Bluetooth. Et puis voilà, ça fait l'affaire, surtout avec CarPlay, ça marche bien, mais bon, sinon, c'est pas terrible. Avant de passer sur route, je vous montre rapidement les aides au stationnement. On a le petit levier de vitesse ici en avant pour aller en arrière. Vous voyez, la définition n'est pas terrible, hein. L'image paraît vraiment un peu cramée. Bon, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, mais quand même, on ne voit pas grand-chose, hein. Alors, elle a le mérite d'exister. C'est un pack en option avec l'aide au stationnement avant-arrière. On a une vision 360 aussi. Vous voyez, là, si je recule un peu plus, on voit directement la vision depuis le dessus. Ça, c'est pas mal. Voilà, elle est un petit peu petite, mais bon, ça fait quand même l'affaire. C'est toujours bien à avoir pour se garer en ville, c'est au top. Et puis comme ça, on n'a pas de surprise si jamais quelqu'un est derrière et puis qu'on ne voit pas avec la visibilité ici. Pourtant, la visibilité est quand même très correcte, hein, à l'arrière, ça passe. Et puis les rétros, comme je vous disais avant, ils sont aussi plutôt pas mal. Et puis à noter qu'on a aussi dans le pack à l'assistance à la conduite, on a un avertisseur d'angle mort. Vous voyez ici le petit logo. Ça, c'est plutôt pas mal sur autoroute. Bref, c'est parti, je crois qu'on va directement passer à la conduite. Je me mets en mode D ici. Une deuxième fois vers le bas, c'est pour le mode B. On voit qu'il est affiché juste ici. Moi, je me mets tout le temps en mode B. C'est le mode qui permet d'avoir la régénération la plus forte. Donc, on verra ce que ça donne maintenant sur la route. C'est parti. Parlons premièrement de la conduite en ville de cette Opel Corsa électrique. Première chose qu'on remarque, c'est le silence de fonctionnement. Cette voiture, elle est vraiment très silencieuse, comme beaucoup de voitures électriques. On a un très léger bruit artificiel à l'extérieur, mais vraiment, il est très minime. C'est pas, par exemple, comme une ID.3, une Cupra Born qui font vraiment un bruit quand même plutôt prononcé. Et ici, ça passe. Sinon, elle est très agile en ville, hein. On verra ce que ça donne maintenant. Le test du petit rond-point, je fais souvent le test du giratoire ici dans mes vidéos. Premièrement, on va faire le test sur les pavés. On arrive ici sur une zone pavée. On va voir ce que ça donne au niveau du confort. C'est correct, c'est pas trop ferme non plus. C'est pas ultra confortable. Je vais faire maintenant le test du petit rond-point. Hop, je braque à fond. Waouh! Ouais, franchement, elle est super agile, c'est cool. Tac. Le rond de braquage est vraiment bon et puis elle se faufile partout, hein, à peu près partout. Par contre, un petit bémol, c'est au niveau de la régénération. Là, je suis à 30, je vais lâcher totalement. 25, 20, 15, 10. Et puis la voiture ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Donc je suis obligé de freiner après.
C'est un petit peu dommage quand même pour une voiture qui se dit une voiture de ville, qu'elle n'aille pas jusqu'à l'arrêt complet, c'est un point faible. Cette régénération plutôt faible ne sera pas un point négatif pour les personnes qui passent du thermique à une voiture électrique. Par contre, pour moi, je caractérise ça comme un point un petit peu négatif parce que j'ai testé les voitures qui vont jusqu'à l'arrêt complet, par exemple la Honda i qui va jusqu'à l'arrêt complet. Et au quotidien, c'est quand même beaucoup plus agréable de conduire seulement qu'à un seul pied. En fait, on ne touche plus à la pédale de frein, on touche seulement à la pédale d'accélération. En sortie de village, maintenant, qu'est-ce que ça donne? On va passer sur une route à 80 km/h, je vais mettre le pied dedans. Bon voilà, les reprises sont pas dingues, 136 chevaux sous le capot. Après, ça fait quand même l'affaire, c'est toujours sympa à conduire, c'est toujours beaucoup plus sympa que la version thermique, ça je vous le garantis. Sinon, à 80 km/h ici, très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement aussi, c'est une voiture très silencieuse quand même. On a un centre de gravité qui est assez bas, donc la voiture a une bonne tenue de route. Par contre, petit bémol, durant mon essai, j'ai fait un petit col parce que j'habite dans une région un petit peu montagneuse. Quand on accélère un petit peu trop fort en montée, la voiture a tendance à patiner un petit peu de l'avant en fait. L'anti-patinage s'actionne assez rapidement. C'est assez étonnant quand même, je pense que c'est dû au fait que c'est une traction. Les voitures électriques que j'essaye la plupart du temps sont des propulsions, donc j'ai jamais eu trop de soucis à ce niveau-là. Là en traction, je sentais que la voiture patinait un tout petit peu dans certains virages. Quand j'accélérais un petit peu trop fort, je dois m'insérer maintenant sur une route à 50 km/h, il y a un stop ici et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Vous voyez là, il a un petit peu patiné aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est assez étonnant quand même, pourtant j'ai pas donné un très grand coup de gaz, j'ai donné un coup de gaz un petit peu prononcé, mais normal pour s'insérer quand il y a un petit peu du trafic par-ci par-là. C'est assez étonnant, ça me paraît un petit peu bizarre. Et puis j'ai trouvé un autre petit point négatif dans cette Corsa électrique. Alors j'ai dit avant au niveau des jambes, j'ai pas trop de soucis, la voiture est quand même assez grande, j'ai bien de la place. Par contre au niveau des pieds, je me sens un petit peu à l'étroit, c'est assez étonnant. Alors bon, je chausse du 46, j'ai des pieds assez grands. Et puis là j'ai des Adidas Superstar au pied, donc c'est des chaussures qui sont un petit peu bombées aussi. Mais quand même c'est pas des bottes d'hiver non plus. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de toucher la moquette au-dessus de mon pied, c'est assez étonnant. Et puis quand je dois passer de la pédale d'accélérateur au frein, des fois je râpe un petit peu le dessus de la moquette. C'est assez bizarre comme sensation. Et puis ouais voilà, je trouve la pédale d'accélérateur elle est vraiment positionnée un petit peu trop à droite. Puis du coup mon pied il est un petit peu coincé. On va passer maintenant sur autoroute, on va voir ce que ça donne. On va directement faire un 0 à 120 vu qu'il n'y a personne derrière. Et puis bon, j'ai pas de deuxième caméra aujourd'hui, je vais pas vous filmer mon compteur, mais bon, je vais vous le dire en temps réel. C'est parti, je suis à 0, 3, 2, 1. Oula, vous voyez là, si on... Bon, du coup, j'ai pas fait un pied au plancher, vous l'avez entendu, la voiture a vraiment patiné, c'est vraiment bizarre, je sais pas pourquoi. Là, je suis à 100 déjà, bon, c'est un petit peu un fail. Et je suis à 120 maintenant. Donc voilà, pour s'insérer, aucun problème, on a les 136 chevaux, on les sent quand même. Mais vous avez entendu là, comme j'ai patiné, c'est vraiment bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça avec une voiture. En général, quand on met le pied au plancher, sur une route sèche comme ça, la voiture n'a aucun problème de motricité. Là, ça me paraît un petit peu bizarre. Je suis maintenant à 120 km/h, on a quelques bruits devant, c'est logique. Le volant vibre un tout petit peu aussi. Et puis je sens quelques vibrations dans le siège, dans le plancher aussi, je sens que la voiture vibre. Donc voilà, elle n'est pas forcément faite pour l'autoroute. Cette Opel Corsa électrique, après niveau confort, ça passe encore, on a déjà vu pire. Par exemple, une Dacia Spring, c'est pire. Et puis en option, on a des équipements pour l'autoroute qui sont plutôt pas mal. On a un avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs. On a un régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne bien. J'ai essayé avant, c'est plutôt pas mal. Il freine quand même en amont quand il y a une voiture qui est devant. Quand on change de voie, elle a un petit peu du mal quand même à réaccélérer. Mais bon, ça va quand même. On ne lui demande pas non plus d'être au top du top à ce niveau-là. La régène par contre de 120 à 100, là je viens de passer à 100 km/h, elle est plutôt forte, c'est assez cool. En fait la régène c'est un petit peu bizarre parce qu'à haute vitesse elle est assez prononcée, c'est plutôt bien. Par contre en ville, le terrain de prédilection de cette Corsa électrique, elle est quand même un petit peu faible à mon goût, c'est un petit peu dommage. Bon la conduite, vous l'avez vu, j'ai donné quand même quelques petits points négatifs sur cette Opel Corsa électrique. Après ça fait quand même l'affaire, c'est toujours beaucoup mieux qu'une voiture thermique. C'est vraiment, allez essayer une voiture électrique si jamais vous ne l'avez pas encore fait, parce que vraiment c'est au top du top. On est quand même plutôt bien installé dans cette Opel Corsa électrique. Donc voilà, pour la ville, c'est une très bonne voiture. Pour la route aussi, ça passe. Pour l'autoroute, peut-être un petit peu avec réserve. Surtout qu'au niveau de l'autonomie, sur l'autoroute, elle va fondre comme neige au soleil. On a une batterie de 50 kWh utile. Et puis là, sur autoroute, j'ai quand même relevé une consommation instantanée à 24-25 kWh au 100. Donc on arriverait tout juste pas à faire les 200 km sur autoroute. Après en ville, on peut taper les 250-300 km, je pense, sans aucun problème. Parce qu'en ville, j'avais une consommation d'environ 16-17 kWh. Donc en conclusion, cette voiture, elle se situe entre une Fiat 500 et puis une Honda i, qui sont des voitures plus petites avec des plus petites batteries. Et puis une VW ID.3, une Cupra Born, qui sont des voitures un petit peu plus grandes avec aussi le potentiel d'avoir une plus grande batterie. Donc voilà, je pense que cette Corsa électrique peut trouver son public, surtout par rapport à une Peugeot i208. Elle est positionnée un petit peu plus bas au niveau du tarif. Parlons du tarif d'ailleurs. Alors je sais qu'en France,
c'est une voiture très attractive parce qu'on a un bonus de 6 000 €. On a de très bonnes offres aussi en LOA. En France, j'ai regardé, c'est assez impressionnant. Donc, on peut avoir cette voiture électrique pour très peu cher. Par contre, en Suisse, le prix catalogue me paraît quand même vraiment élevé. Pour cette version ici, on a 42 000 francs suisses prix catalogue. Ça me paraît quand même beaucoup. Et puis encore, on n'a pas toutes les options. On pourrait rajouter encore un toit panoramique. On pourrait rajouter, je crois, encore une ou deux options. On arriverait à 44 000 45 000 francs suisses pour une voiture toute option. Le prix catalogue, par contre, a quand même quelques rabais. Là, le vendeur m'a dit au garage AutoGT qu'il y a 3 000 francs de prime pour l'instant sur cette voiture. Après, ça me paraît quand même un petit peu cher. Moi, je vous recommanderais, si vous êtes intéressé par cette Corsa électrique, de choisir une voiture de démonstration. Par exemple, celle-ci, elle est affichée au prix de, je vais reprendre la liste de prix pour ne pas me tromper, 34 000 francs, vous voyez, net, avec les pneus hiver compris aussi. Donc ça me paraît quand même un bon deal par rapport au prix affiché qui était de 43 630 francs. Donc là, le tarif sur une voiture de démonstration me paraît quand même ok, il est quand même plus abordable. On sera sur les mêmes tarifs qu'une Fiat 500 électrique, qu'une Honda i, mais qui ont des autonomies beaucoup plus petites. Et puis une ID.3 ou bien une Cupra Born, on n'arrive pas à trouver à ce prix-là, à 34 000 francs suisses pour l'instant. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si elle vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochains essais. Merci encore à AutoGT à Port-Rentruy dans le canton du Jura en Suisse pour le prêt du véhicule. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @simplement.julien pour découvrir d'une part les coulisses des essais et puis d'autre part les voitures que je vais essayer très bientôt. Parce que là cette semaine j'ai quand même 2-3 voitures plutôt cool qui vont arriver en essai, des voitures très puissantes, très sportives. Je me réjouis vraiment de tourner ça, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao tout le monde. Et du coup maintenant j'ai un petit problème, il y a mon pied gauche qui est coincé. Bon, alors pour sortir de la voiture, c'est pas terrible. Alors, hop, je fais un petit numéro de contorsionniste. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des vidéos YouTube?